Bonjour à tous, bienvenue à l'UNESCO, au nom de l'UNESCO. On est très heureux de voir que vous êtes aussi nombreux un samedi après-midi. Et on est très heureux de vous accueillir avec un panel qui va vous démontrer comment l'UNESCO est une maison de dialogue où on peut accueillir différentes perspectives, représentations, secteurs, et que l'objectif, c'est vraiment le thème de votre atelier cet après-midi, c'est de voir comment ensemble, tous ensemble, on peut investir dans des transitions pour changer nos manières de vivre et d'être sur Terre, de cohabiter, nous les êtres humains, avec les autres espèces du monde vivant. Et c'est l'objectif de l'UNESCO à travers son mandat sur l'éducation, les sciences, les savoirs locaux et autochtones, l'éducation et la culture, d'instaurer non seulement dans l'esprit des hommes, avec un grand H, des êtres humains, mais aussi dans leur cœur, la mission de la paix. Et la paix, comme l'a dit le secrétaire général Antonio Guterres, elle se fait aussi, elle doit se faire impérativement, très rapidement, avec la nature. Je vais parler en français et en anglais. Le panel, je vais vous l'introduire dans quelques secondes. Vous avez l'interprétation en utilisant vos casques sur la chaîne 1 et 3, en anglais et en français. Et je vais donc alterner le français et l'anglais. Soyez prêts, je ne vous dirai rien. On est très honorés donc d'accueillir avec nous sur ce panel le chef étoilé Mauro Colagreco, qui vient d'Argentine, qui est, je pense, mondialement connu, non seulement pour ses 3 étoiles Michelin, mais aussi parce qu'il a été le meilleur restaurant du monde en 2019, et surtout parce que c'est le premier restaurant sans plastique au monde. Et oui, on peut l'applaudir. Merci. Et vous allez l'entendre, il parlera en premier dans ce panel pour démontrer pourquoi la biodiversité, le vivant, fait partie de son métier et de son engagement. Et pour son engagement et tout ce qu'il a réalisé jusqu'à présent, on est très heureux aussi qu'il ait été hier, dans le cadre de l'Université de la Terre, il a été nommé par la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, le premier chef ambassadeur de bonne volonté pour la biodiversité. On est très fiers de cette nomination. Bravo à vous. Alors un chef étoilé, engagé, innovant, créatif, vous allez le voir. Une chercheuse, vous êtes à l'UNESCO, donc c'est le S de l'UNESCO. Madame Victoria Reyes Garcia. Bon, je vous le préviens pour cette fois-ci, je parle en anglais. Qui est une professeure, qui est research professor at the Institute of Environmental Science and Technology at the University of Barcelona in Spain. And her work has been focusing a lot on the dialogue between science and local and indigenous knowledge. And to address these issues of climate change, loss of biodiversity, loss of culture, and know-how and knowledge. And she's also used to be the chair of one of our programs at UNESCO, the UNESCO Earth Network program, so we are very happy to have you. You're representing science and research and the dialogue with local and indigenous knowledge. So welcome to you. Vous pouvez applaudir. I continue in English. I like it. We have, I'm never going to be able to pronounce your name. Try it. The first part is Dias, but I will try. Beersticker? Yeah, no? Okay. From Netherlands, we are very happy to have him also. He's an artist. He's an absolutely creative artist. He will show you some of his work, and we were very happy to work with him already last year in the IUCN Congress. He's keen to work on dialoguing with science, with researchers like Vicky and also from UNESCO on deforestation, but he will talk about this more than me. And he creates installations you're going to see on the most
pressing issues, climate change, biodiversity loss. And he's combining research with new technologies and also involving data, scientific data. And he has been highly awarded already. He's a bit also a star. I don't know how many stars we can compare to Mauro Colagreco. But he's been collaborating with us, and we are very excited that he's going to continue. We are here in between two COP, the COP27 on climate change, and next week is going to start the negotiation on the COP15 in Montreal on biodiversity. And Dias is going to come with us and to, I'll let him tell you what he's going to do. It's better. Welcome very much, Dias. Thanks. Et enfin, parce que c'est aussi la vocation de l'UNESCO d'influencer et de dialoguer avec tous les secteurs qui concernent notre vie, hein, la nourriture, l'alimentation, l'agriculture, la culture à travers l'art, la recherche scientifique. On est très heureux d'accueillir avec nous un partenaire de l'UNESCO sur la biodiversité, en la personne de M. Alexandre Capelli du groupe LVMH, le premier groupe de luxe du monde. Il est plus spécifiquement chargé des sujets de créativité également, donc on a beaucoup d'artistes avec nous sur ce panel, assumés ou moins, biodiversité et innovation. Il gère aussi la plateforme Maison Zéro dédiée au luxe régénératif. Il va nous expliquer leur engagement. Comment un groupe mondial qui a une influence sur le secteur économique aussi importante et sur la finance et qui est en contact avec des puissants, doit s'impliquer dans notre lutte, qui est encore une fois une lutte commune, à la fois sur le changement climatique et sur l'érosion de la biodiversité. Et on est très heureux aussi à l'UNESCO de pouvoir avoir un dialogue et un partenariat rigoureux, scientifique, avec des groupes comme le leur, comme LVMH, pour pouvoir justement bien montrer que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'affaire de tous, et que si on n'est pas ensemble, on ne pourra pas résoudre les problèmes auxquels nous devons faire face dans le délai qui nous est imparti. Merci. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre premier orateur, qui est le chef Mauro Colagreco, et je voulais juste peut-être que vous nous redisiez pourquoi, comment vous vous engagez en faveur de l'environnement, et puis peut-être partager avec ce public ce que vous faites concrètement pour nous aider à changer les choses et à transformer ce secteur dont vous êtes un porte-parole émérite. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à être ici. Alors, moi, je suis tout simplement un simple cuisinier qui essaye de faire bien son travail et qui, en essayant de bien faire son travail, il a découvert qu'on faisait plein de bêtises. Et alors, il faut être conscient que je fais partie d'un système, si on peut l'appeler le food system. Il est responsable aujourd'hui de 33% des gaz à effet de serre entre voilà, la production d'aliments et les voyages. Donc on est responsable de beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Évidemment, quand on parle beaucoup de réchauffement climatique, on ne parle pas assez de la perte de biodiversité dans notre planète. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est relié. On fait partie d'un même planète. Quand je vois le titre de réconcilier l'humanité avec le vivant, nous faisons bien partie du vivant. Alors,
Pourquoi cette démarche parce que pour moi, c'est presque évident. Je ne conçois pas comment on peut faire différemment. Aujourd'hui, on est arrivé à une limite où on ne peut plus nier que tout ce qu'on a construit, cette société qu'on a construite en base de forcer la consommation avec des méthodes de production, ils sont pas viables, ils sont plus viables. Donc, comment faire pour sortir de ces schémas et rapidement, parce qu'il faut réagir rapidement. Il ne s'agit plus de combattre chacun dans son coin, juste critiquer les grandes entreprises. Il faut faire maintenant face tous ensemble. Donc il faut convaincre les grands groupes, et je suis content que le groupe LVMH soit présent, que les différents sponsors et partenaires de l'UNESCO soient des grands groupes, parce qu'on a besoin d'eux. Alors, concrètes, ça sont tous des choses que nous, on connaît. Je crois que tout le monde qui est ici dans cette salle, il est conscient des défis de l'humanité, des défis de comment on va faire pour nourrir 8 milliards de personnes. On vient de passer la barrière il y a juste quelques jours. Comment on va faire? Non. Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas nourrir bien avec de la bonne nourriture ces 8 milliards de personnes? Non, c'est faux. On peut bien les nourrir. Vous savez qu'aujourd'hui, un tiers de la production d'aliments dans le monde, il finit dans les poubelles. Suivant, c'est malheureusement dans les pays les plus développés que ça arrive. Donc, ce qui nous font croire qu'on doit, une partie du monde, il doit mal se nourrir parce qu'on ne pourra pas bien nourrir la planète, n'est pas vrai. À partir de ces constatations, moi, j'ai m'imposé de démontrer à plusieurs niveaux de l'échelle alimentaire que c'est possible de bien travailler et de bien agir. Et donc, j'ai commencé avec plusieurs projets en parallèle, suite à ce constat aussi qu'il faut réagir vite, c'est imminent et on est presque à non-retour. Donc, on a commencé par l'élimination des plastiques. Vous savez que les plastiques, c'est une des plus grandes catastrophes de l'humanité. Aujourd'hui, ça pollue nos mers, nos terres. On vient de retrouver des traces de plastique dans les sangs des humains. On va dire plus de 70% des prises de sang ont été constatées avec des charges de plastique dans les sangs. Donc c'est atroce. Et on a en 2017 décidé, suite à un voyage touristique dans un pays paradisiaque avec mes enfants. On visitait une plage qui était couverte de plastique. Mes enfants étaient petits à l'époque, me demandaient qu'est-ce qui s'était passé et je ne trouvais pas les mots pour l'expliquer comment on avait arrivé à ça. Et j'ai décidé à ce moment-là de décontaminer ma cuisine de l'usage plastique. Donc on s'est rapproché d'une institution qui aide les entreprises à enlever les plastiques. On était les premiers restaurants à les contacter. Après 3 ans, on a eu la certification, mais ça c'est un détail. Le plus important, c'est ce qu'on a découvert par les différents audits. Pour vous donner un chiffre atroce, c'est que dans notre restaurant, un restaurant dans le monde, on utilisait 12 000 kilomètres de film plastique. 12 000 kilomètres en restaurant par an.
Et donc, suite à tous ces constats, on a décidé vraiment de passer et d'éliminer tous ces plastiques. En parallèle, depuis encore plus longtemps, le restaurant, il a la chance d'être dans un endroit à Menton, dans le sud de la France, dans lequel il y a beaucoup de terrains. Et on a commencé à travailler sur 5 hectares de terrain, des différents petits terrains, dispersés dans la ville, un de 5000 mètres, un autre de 1 hectare, un autre de 3 hectares, dans lesquels on a commencé, dans une première étape, à les travailler en bio. Mais on trouvait qu'on continuait à utiliser encore des produits on n'avait vraiment pas besoin, et on a décidé de choisir un type d'agriculture qui est la biodynamique, avec une vision de la permaculture, donc en observant la nature pour recréer des écosystèmes et favoriser la biodiversité. Et on a eu des résultats incroyables, des productions incroyables, une évolution dans tous les sens par rapport à cette relation avec les vivants. Et donc, toutes ces choses-là, ils nous ont encore impulsés à continuer. Aujourd'hui, on a un projet de restauration circulaire dans une ferme avec l'appui de l'UNESCO. Et ça nous a mené à nous mettre en contact avec des autres acteurs dans des biosphères de la UNESCO. Et donc, tout ça pour dire, au tout début, quand on a commencé avec ces démarches, on pensait qu'on n'allait pas changer grand-chose. Et que finalement, ça allait faire des choses qui, pour nous, pour notre satisfaction, et pour dire à mes enfants que j'étais en train de pas, en tout cas, collaborer pour les détruire, pour les laisser un monde ruiné. Mais aujourd'hui, après 5 ans, 7 ans de vraiment un engagement fort, je vois tout ce qu'on a provoqué. Suite à cette certification en 2020, 2 semaines après la certification, 500 autres restaurants dans le monde, ils ont contacté cette entreprise pour s'engager dans la certification. Donc vous imaginez déjà 12 000 km fois 500 restaurants, combien de kilomètres en moins de plastique par an ça signifie, et tout est commencé par une petite volonté. Et donc si je dois dire quelque chose, c'est n'attendons pas, ne pouvons plus attendre, il faut réagir, chacun dans son échelle, chacun avec son petit grain de sable, chacun avec sa petite graine qui va faire beaucoup plus de petites graines, et qu'avec toutes ces graines, on va pouvoir changer le monde. Voilà. Merci beaucoup. Donc, une urgence, mais c'est possible d'agir et c'est possible de transformer dans un temps relativement court. C'est aussi possible, vous avez bien entendu, de nourrir bien 8 milliards d'êtres humains. Donc, merci pour ce témoignage et cet engagement à nos côtés. Moi, je voudrais me tourner vers Victoria Reyes en tant que chercheur. Ce qu'a dit le chef Mauro Colagreco, c'est connu des chercheurs. Le secteur de l'alimentation, qui est un secteur qu'il faut absolument modifier l'alimentation pour pouvoir atteindre les objectifs, à la fois du changement climatique et d'arrêter l'érosion de la biodiversité. Et vous avez également servi, je ne l'ai pas dit, mais à l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui a adopté ici même à l'UNESCO en 2019 un rapport qui a fait date, le premier rapport intergouvernemental sur la biodiversité, qui a fait l'état justement de l'impact des activités humaines sur tous les écosystèmes, et aussi donner des solutions. Donc, comme l'a dit le chef Mauro Colagreco, on peut agir rapidement,
Quand on agit, il y a des effets qui vont se diffuser à d'autres secteurs et inspirés par l'exemple, comme vous le faites. Et Victoria, ma question, c'est quel est le rôle de la recherche et comment on peut combiner cette recherche scientifique avec les savoirs locaux autochtones. Les savoirs locaux, c'est les cellules des fermiers, ceux qui ont des pratiques qui peuvent être respectueuses du vivant. Comment on va combiner ces formes de connaissances et comment c'est tellement important de mobiliser ces savoirs et ces connaissances pour contribuer à ce changement, à ces transitions dont vient de parler le chef Mauro Colagreco, en anglais ou en français, comme vous voulez. Merci Myriam pour l'invitation, pour être ici. Merci à tous d'être venus si nombreux. Je sais qu'aujourd'hui c'est la France qui joue et ça valorise plus votre présence. I'm just going to continue in English. They asked me to move to do this presentation in English. I also probably feel more comfortable. So thank you for the question. Let me just start by saying that humanity faces now 3 very critical challenges: climate change, loss of biodiversity, increasing inequalities. These are very complex issues, and one of the things that make them very complex is that they affect each of us in different ways. It's not the same to be an indigenous people living in the Amazon, depending on the water, on the land for your daily life, than to be living here in a city where you just you don't even know where the food or where the water comes from. It's not the same to be in a small island in the Pacific, so when the sea rise, when there's sea rise, you just don't have anywhere else to go than to live in Holland, in the Netherlands, right? Where you just the government is going to build for you. So because there are all this complexity and because there are many interests and many costs and benefits that are not distributed in the same way, right? Depending on which actions you take, you can do more solar panels, but where are you going to put them? You're going to put them in some land. Who belongs to this land? Who is benefiting for making certain actions? Any of the actions that we take, any of the technologies we invent, have people who win from them and have people who lost. And this makes all these problems of biodiversity, climate change, very complex, and we cannot find solutions for each of one. Scientists have been trying, including myself, and we have been trying to fight these problems for many years, and there have been many solutions that have been proposed. Protected areas, new technologies, new laws, changes in governance. And yet, after 15 years of having these problems, there is still 1 million of species that are threatened to extinction. The temperature of the climate keeps increasing, inequalities keep increasing. So science, obviously, has not found the solutions. Science alone cannot do it, because these are complex problems, and we need other ways of knowing or staying in the world. We need to change the way we see the world. If you look at the world that we have now, where is biodiversity? Biodiversity lies in the lands of indigenous people. Indigenous peoples are 6% of the population of the world. 6%, it's not much. But they manage about 30% of the areas that still have some interesting biodiversity in them. 40% overlap with protected area. So yesterday we saw, some of you, those who stay, saw this movie, this session on the guardians of the forest. They are the guardians in the forest in the real sense, because they are the ones who have keep this area. Another interesting fact is that indigenous people, they have contributed very little to climate change. They have helped us to preserve nature. They don't contribute to climate change. They don't contribute to inequality, or they contribute because they are among the poorest. But very importantly, we have some research on happiness. When you ask indigenous people about their subjective well-being, their subjective well-being sometimes is
above, I mean, not sometimes, in many of these groups is above of the richest countries in the world. So despite many of those things that we call poverty, levels of subjective well-being are higher. So one can just wonder how they manage. Can we learn from them? They are keeping the biodiversity. They are still happy. I mean, they are happy or have subjective well-being. Can we learn from them? How have they do it? No. So in my research and in the research my group does, we have seen that there are like 3 main ways in which this can be done, and these are ways in which scientists and society, not only scientists but society can be inspired. And sometimes when I make these talks, people say, oh, we are not going to be now living as indigenous people. And I say, well, okay, there are many ways in being in the earth, but we can learn some things. So the first thing that we can learn is about their knowledge. Today we had, in the session this morning, there was Francis Halle, and he said, oh, now is the first, I mean, now there is like a real example. Agroforestry is something that agronomists in Europe can finally go and learn about how the people in the south, in the tropics, have done this. No? The indigenous people have developed over many years, many ways of staying in nature that have managed to have a nature that is productive in the sense that keeps them alive, but it's respectful with nature. So these are, I mean, there are many examples, and I'm not going to go through them, but like this is their knowledge, the way to relate to nature is one. But the second one is how they see nature, how they conceptualize nature. And we were just now in the session before this one, there was also this oceanographer, I didn't retain the name, but he was just talking about this relationship with nature. We just don't know nature anymore. And when you talk with many of the indigenous people, for them, nature is not a resource. We just talk about nature like this is a natural resource. For them, nature is a component of their life, right? I mean, your father dies and the spirit goes to a tree. You can sell a tree if you think it's a resource, but will you sell a tree if you think the spirit of your father is living in that tree? So the way they conceptualize nature, the values that they have, it can be something that it can be very helpful for us to kind of like see the world in a different way. Yesterday, Chief Egdi Matsumitsu, he said, I was very shocked, he said, I live in the forest of my children. Let's stop here for a minute. J'habite dans la forêt de mes enfants. I'm wearing the dress of my daughter. I'm polluting the air of my kids. I'm just spoiling the water of my kids. We live in a world with very limited resources, and if you think this is for me, you act in a way. If you think this is for the future generations, for the other species, you might act differently. So there is a way in which we can learn. Again, I'm not saying we have to live the life of indigenous people. I'm saying we can learn how they conceptualize and how they integrate nature. And the third way, so we can learn about their knowledge and how they actually manage nature. We can learn about how they conceptualize and relate to nature. And the third way is we can learn about how they defend nature. And this is something that I also want to emphasize. Here we all say, oh yeah, I want to defend nature. Let me just give you a number. In the last decade, there have been more than 1,700 murders against people who were defending nature. Of those, 40% were indigenous people. Indigenous people are 6% of the world population, but most murders, assassinations against people who defend nature are indigenous people. That's 900 indigenous people in a decade. That's 90 per year. That's 4 every day. Let's imagine it's not indigenous people. Let's stop here for a minute. It's not 4 indigenous people, one every 4 days. It's a scientist every 4 days. It's a representative of the United Nations every 4 days. Have you ever heard that? Can you imagine an artist every 4 days being killed because they defend nature? A representative of of a company. It will make the news, right?
it doesn't make the news because it's indigenous people. So when we say they are defenders of the land, that's what we mean. They are actually defending with their life. And these are often, we have examined like a database of like more than 3,000 environmental conflicts. And in many of these cases, indigenous people oppose many of extractive projects that they know it's gonna harm their lands, right? So there is here another way. I mean, I'm not claiming that we should all go now and risk our life, but we should take seriously all these kind of like, when we say indigenous people are guardians of the forest, we should take this seriously, no? So when you are asking how, just to conclude, how indigenous knowledge and science can be combined, indigenous people say that we should learn to look at the world with two eyes. So if you close one eye, you see one thing. If you close the other eye, you see differently. So we need to kind of like integrate these two ways of seeing, because reality is the same, but it's very complex depending who you are. You see it in one way or another. So it's a complementary way, and science, and not only science, but every single in the civil society, there is a lot to learn from this type of knowledge and way of relating to nature. Merci beaucoup, professeur Reyes-Garcia, de nous rappeler qu'il y a différentes représentations du monde dans lequel on vit, différentes sources de connaissances et de savoir, différents regards, et que se réconcilier avec le vivant, c'est aussi se réconcilier entre nous, et de reconnaître ce que apportent justement les différentes cultures, les différents points de vue, les respecter. Et pour nous, à l'UNESCO, c'est vraiment une question de valeur, et de se poser fondamentalement la question avec nos panélistes du jour, mais c'est ce que vous avez très très bien démontré, qu'en fait, c'est tout ce dont nous parlons depuis 2 jours. C'est une question de valeur. Quelles sont les valeurs de nos sociétés? Quelles valeurs nous accordons aux autres, êtres humains? Quelles sont les valeurs que nous accordons aux vivants par rapport à d'autres valeurs? On va en reparler avec les panélistes. Et puis par rapport au séminaire d'hier sur les gardiens de la forêt, peut-être que l'enseignement principal, c'est qu'on doit tous être gardiens de cette terre qui est notre seule maison, et qu'on est tous responsables, co-dépendants les uns des autres, interdépendants, et qu'on doit tous maintenant se sentir gardiens de cette terre. Et je voudrais faire le lien entre toutes les connaissances scientifiques, les savoirs locaux et autochtones qui sont peut-être pas suffisamment valorisés dans nos sociétés ou dans beaucoup de sociétés, comme l'a très bien rappelé le professeur. Avec le travail des artistes, puisque Dayest est quelqu'un qui est justement dans ce dialogue que nous cherchons à avoir aujourd'hui. Vous voyez toutes les passerelles qu'il y a entre le monde du chef Maroko Lagreco. On se nourrit tous les jours si on a la chance. Tous les jours, ce sont des moments aussi festifs de célébration du vivant. On fait les fêtes, on se rappelle des bons repas de famille. On est tous issus de mémoire. Et comment on transmet ce côté de célébrer la vie et le vivant, comment on utilise mieux les connaissances scientifiques, les connaissances autochtones et locales. Quel est le rôle d'un artiste? Quel est le rôle de la culture? Puisque certains messages scientifiques, malgré tout ce que vient de dire le professeur, un peu un constat un peu d'échec ou d'impuissance parfois, ça fait 15 ans, 50 ans qu'on alerte sur ces dangers et on ne bouge pas assez vite. Alors, est-ce que l'art, les artistes peuvent aider et comment? Et c'est un peu votre travail d'ailleurs, est-ce que vous voulez un peu nous dire ce dialogue entre la recherche et votre travail? Pourquoi? Et qu'est-ce que vous pensez que l'art, la culture peut aider à ce que les gens bougent vraiment, accélère le changement de comportement et de valeur? Dayest, c'est à vous. Désolé, mais je dois quitter la salle. Merci beaucoup et see you next time. Merci à tous et soyez tous des ambassadeurs pour le vivant.
Voilà. So, hello. I'm going to do this in English. But first, a question for Victoria. Is there a way where the indigenous knowledge is combined with science, or is coming together? Because science is rapidly evolving at this moment, and indigenous knowledge has been already there. Is there already the first proof of both sides? Yeah, I mean, there are many cases, and there are issues that are complex, but there are, and sometimes indigenous people feel abused because scientists only want their knowledge to kind of like fix the problems that, but I mean, there are different cases, but there are, for example, cases, I have a case, just an example, right? In the Amazon, there were some indigenous, where one of my students, this is an example, right? One of the people in our team was working where there were oil spills by oil companies, and indigenous people were the first ones that actually reported some behavior in animals, like animals were going to eat the oil from the spills, and this was something that the scientists have not seen, have not noticed, and it was the indigenous people who told the scientists, look guys, this is, I mean, we see the animals are coming, and then of course then the scientists came and started to look at this, but it was a collaboration. The indigenous people were actually very concerned of their ecosystems and what was happening, and they were the ones, and then scientists had the mechanisms to actually look at that, and together they could take action and work with the company, or I mean, denounce the company to kind of like take action and protect the environment. So there are these examples, but there is still some part of the scientists that think that indigenous knowledge is kind of like something from the past, something to kind of like this old people's tales and not valuable. Yeah, I think that's one of the biggest issues we should address quickly. So I think, I mean, an artist without showing work is really weird. So that's why I've prepared something for you as well to show it to you. But no, it's already there. No, I want the light. Ah, okay. So, but first of all, I want to thank Miriam and I want to thank all of you for being here today. It's really important to have a voice and these different voices heard. And I also want to thank the people who are watching this online right now. And that are going to watch this online. And if you're watching this right now on your laptop, the data you use will produce around about the same amount of CO2 as a car driving for, let's say, 140 meters. And so that's hard to imagine, right? So me and the team, we made a machine that you can video call into. It tracks down where you're calling from, and then it translates that. Translates that into puffs of CO2, and that's being blown into this mini world. So this makes it pretty undeniable how our data used today is influencing our planet. But what is really shocking that this is just the tiniest part that is contributing to climate change and to the biodiversity loss that's happening right here. And because of its size, the climate crisis, the biodiversity crisis, it has become unimaginable. And what is unimaginable, to me, is unactionable. So I don't believe we're not only in a biodiversity crisis and a climate crisis, but we're also in an imagination crisis. And I also believe that that's a part that can be solved by art. Because art, it has the power to help us imagine. Art can turn science into something that you can feel. It can turn the facts into feelings. So as an artist, I work together with scientists from all over the world to help them bring their facts to the world, to basically turn their dry data into emotions again. Because I believe something really simple. If the research does not reach us, then how can the research teach us? So for me, as an artist, it's smart
it's a smart way of communicating scientific facts. Because art has the power to turn these complex issues that we're in today into something small and relatable. And in doing so, it can help us imagine that bigger picture again. And a good example of that is a collaboration we did together, is where we have been reading headlines year over year about the deforestation that's happening in the Amazon. It's been happening on, and still we don't act on it. I think a part of that is that we have problems imagining the enormous scale that's happening there. So together with my team and together with the team from UNESCO and all the data science behind them, we made a sculpture. A sculpture, a slice of rainforest that can disappear on the rate of the deforestation. The rate of the deforestation happens right now. Here you can see how one of the leaves are disappearing. They're becoming transparent right in front of you. Now, every leaf you can see disappearing in one of these sculptures, it stands for 120 square meters of rainforest disappearing right there at that moment, right there in front of you. Normally this happens in places hidden in the Amazon where you don't have eyes to see, but now the world can see. And I believe something simple, that if you can see it, you can imagine it. And if you can imagine it, well, that's the moment it becomes really hard to deny it. And that leaves one option open, right? Taking action on it. But we're sitting here today, and we just had the last COP a few weeks ago, 27, that's 27 too much. And I understand why the action is lacking, staying out. It's because we're all numb by numbers. We're blinded by the images, and we're just getting headache of all the headlines that's happening. And as a result, we're all sticking our heads in the ground. And to be honest, I do that as well. And to tell you a small secret, I think we're right to stick our heads in the ground. I think everybody here should stick their head in the ground. Because what's happening under the ground, it is amazing. Under the ground, there's mycelium networks talking to each other, to trees, to plants, connecting each other, sharing nutrition, sharing warning signals, trying to keep each other healthy and strong as one. And to help people imagine this, we created this work together with Stefano Mancuso, where we loaded up their data sets from their lab into two AIs and trained them to communicate with each other as if we were there under the ground with these roots, showing how an ecosystem could work, how a balanced ecosystem can work together, showing how they, well, send warning signals, or if you can see it here, well, how they share nutrients, to stay strong and healthy as one. And in this divided society today, that is an important message, because we might not really fully realize it yet. Wait. We don't really fully realize it yet. But I think we all know, and we're all feeling, that we're on a tipping point in this fragile future. And to make this impression, to help us imagine the impact of all the policies that we're going to implement, we've created a work that we're going to show together at the COP next week, the COP 15. That's the CBD, the Convention on Biological Diversity in Montreal. And what we're going to show there is a real-time visualization of how the impact of the decisions made at the COP come alive. So together with the Earth Negotiation Bulletin, we take their data, and every day we place this plant there in the center of the conference, showing the impact of what will happen, of the implementations and the decisions made there at the COP, showing that if it goes better, if we make great decisions, it will flourish, showing that if there's not enough accomplished, it will decline. It makes it visible, it makes it tangible, it makes it understandable. And
Wait. I think for me, this kind of work, it's a first step out of the imagination crisis and into solving this biodiversity crisis. Because when art and science collide, the facts and the feelings unite. And that's the moment that facts become acts. Thank you. Merci beaucoup, Daes. On est vraiment ravis de continuer la coopération qui avait débuté avec le soutien d'LVMH, ensemble. Yeah. Il y a un peu plus d'un an à Marseille, pour le premier congrès mondial de la nature où on s'était retrouvés après quasiment 2 ans de Covid. On avait été séparés les uns des autres et où on avait tous été sidérés par ce qu'un petit virus invisible, justement, pouvait faire pour stopper en même temps toute l'humanité sur une planète. Et encore, je reviens à cette interdépendance que Daes a relevée sur ce qui s'est passé en Chine et qui s'est développé au monde entier. C'est effectivement une leçon importante pour nous tous. Et puis, cette imagination, cette créativité qui fait qu'on peut ensemble se dire que l'humanité a les ressources pour créer un autre monde ou un monde qui serait plus respectueux en s'appuyant sur, encore une fois, les connaissances qui existent déjà, qui n'ont peut-être pas été totalement considérées. Mais j'aimerais aussi, dans ce dialogue qu'on a ensemble à la Maison des Dialogues, qui est l'UNESCO, entre la nature et la culture, cette réconciliation, j'aimerais aussi, puisque c'est un pilier essentiel à cette transformation et à cette transition, qu'on invite ce qu'on appelle en résumé le secteur privé, mais qui est aussi constitué d'hommes et de femmes qui ont les mêmes préoccupations que nous, mais avec le représentant qu'on a ici avec nous du groupe LVMH, Alexandre Capelli, particulièrement engagé sur les questions de biodiversité et de changement climatique. Et il y a des études récentes, et donc le groupe LVMH, je suis très heureuse aussi qu'il y ait l'ancienne directrice avec nous, Sylvie Bénard, qui a créé avec l'UNESCO ce partenariat dont on est très, très fiers et qui porte ses fruits. Avec Alexandre Capelli, présent avec nous aujourd'hui, j'aimerais justement que vous partagiez un peu à quel moment, quand, on se rend compte dans un groupe comme le vôtre que vous êtes totalement dépendant en fait du vivant, comme nous tous. Et qu'est-ce que vous faites? Comment vous agissez? Et qu'est-ce que vous... pourquoi ces interactions qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui sont aussi essentielles pour vous? Et comment vous faites partie aussi de cette transformation nécessaire? Merci Alexandre Capelli. Merci Myriam. Le lien avec la nature, pour le groupe LVMH, en fait, il est assez évident lorsqu'on regarde nos produits. On a besoin de coton, on a besoin de raisin, on a besoin de fleurs, on a besoin de laine. Une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'on est extrêmement dépendant des écosystèmes et de leur capacité à produire des matières premières qui sont clés pour nous. Le lien climat et biodiversité, il est aussi très évident. Le dernier rapport de l'IPCC mentionnait que l'impact climatique était généré pour au moins, on estime, entre 25 et 35% par les productions agricoles mondiales, dont celles dont je vous ai parlé. Et le lien, évidemment, lorsqu'on parle de matières agricoles, le lien avec la biodiversité est évident. Donc, on a des matières premières qui sont très, très reliées aux écosystèmes, qui font partie du problème, mais qui sont aussi très probablement une partie de la solution. J'en reparlerai plus tard. Donc, effectivement, pour toutes ces raisons, notre dépendance aux matières premières naturelles, le groupe, très rapidement, a créé sa direction d'environnement en 92. Moi, j'étais pas là, mais Sylvie dans la salle était là, alors que le groupe date de 88. Donc, vous voyez, c'est quasiment concomitant. Donc, c'est un engagement historique. Alors, comment est-ce qu'on agit? Il y a 4 grands enjeux aujourd'hui lorsqu'on parle de biodiversité. Je pense qu'il y a tracer, réduire, régénérer et mesurer. Tracer, lorsqu'on parle de raisin, la traçabilité, c'est être en capacité d'identifier tout, alors si je parle de matières premières agricoles, tous les agriculteurs avec qui on collabore. On va acheter des matières premières. Lorsqu'on parle de raisin, c'est assez facile parce qu'ils vont être en Champagne, ils vont être en Cognac, on les connaît, ils font presque partie de la famille. Lorsqu'on parle de producteurs de coton qui vont être en Afrique, qui vont être en Amérique du Sud, qui vont être en Turquie, qui vont être aux États-Unis, qui vont être...
au Pérou. Ça devient beaucoup plus compliqué, d'autant plus lorsqu'on a 4 ou 5 intermédiaires entre l'agriculteur et nous. Et donc l'enjeu pour nous d'abord, c'est d'être en capacité de justement avoir cette entière traçabilité, d'être en capacité de remonter jusqu'au champ, jusqu'à la mine lorsqu'on parle de matières premières minérales. Donc ça, c'est le premier enjeu. Ensuite, lorsqu'on a ça, eh bien, il faut je vous ai dit, les matières premières agricoles sont responsables d'impact sur la biodiversité et sur le changement climatique. On va d'abord travailler pour réduire ça. C'est essentiellement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en déployant des certifications. On va parler de coton organique, on va parler de déploiement de certifications aussi équivalentes dans les vignobles. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque déjà un travail qui a été accompli, c'est un travail presque du passé. Il faut qu'on passe à l'étape suivante, qui va être celle de régénérer. C'est non plus de solutionner le problème, mais de faire en sorte que ces matières premières agricoles fassent partie de la solution. Et là, lorsqu'on parle de ça, aujourd'hui, le mot à la mode, j'imagine beaucoup, vous devez commencer à en entendre parler, on parle d'agriculture régénératrice, de régénération des sols. Le sol est effectivement une réponse, une partie de la solution, et on va collaborer de plus en plus avec les agriculteurs lorsqu'on a la traçabilité pour collaborer avec eux, travailler et changer les pratiques. Alors après, je me méfie aussi beaucoup de ça parce que les agriculteurs, ils ont quand même subi des injonctions du monde industriel dans les années 70, dans les années 80, pour aller vers de l'intensif. Aujourd'hui, on est en train de leur dire, oulala, marche arrière, à juste titre, on est en train de leur dire ça, mais il va falloir revenir en arrière, changer les pratiques, pas forcément revenir en arrière, mais en tout cas faire évoluer les pratiques. Et il faut qu'on les écoute, en fait. Je pense que nous, derrière nos écrans, à Paris, ou à Londres, ou à New York, ou à Shanghai, il faut qu'on soit très humble. Et il faut qu'on écoute les agriculteurs et qu'on collabore avec eux pour changer ces pratiques. On est en train de le faire à petites échelles sur l'agriculture régénératrice. Je peux citer un exemple que j'aime bien, c'est avec des agriculteurs turcs du coton. C'est une société qui s'appelle Soktaş. Ils sont super motivés pour travailler sur ce sujet de la régénération et on collabore avec eux et depuis maintenant plus de 2 ans pour faire évoluer ces pratiques, passer d'une culture conventionnelle, intensive, vers quelque chose d'abord de certifié organique, puis après l'étape suivante, de quelque chose de régénératif. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille, mais on n'avait jamais vraiment mesuré les résultats. Et on s'est dit quand même, là, ça fait 2 ans, il faut qu'on soit en capacité de mesurer. Parce que tout ce qui n'est pas mesurable, finalement, n'existe pas. Et on est content parce que finalement, on a fait des analyses de sol récemment, avec un temps 0 et un temps 1, et on s'aperçoit que ça fonctionne, ça commence à fonctionner. Le sol commence à être plus riche en carbone, le sol commence à être plus riche en biodiversité. On a estimé que sur ce champ en Turquie, c'est à peu près 20 tonnes de carbone à l'hectare par an qui sont séquestrées par rapport à il y a 2 ans. Donc ça peut marcher. Le seul problème, c'est que cette agriculture régénératrice, c'est mon biais LVMH, mais c'est de la haute couture de l'agriculture. Il n'y a aucune pratique qui est pas duplicable, qui peut être copié-collé entre 2 champs de coton, entre 2 vignobles ou entre 2 champs de roses. Donc ça va prendre du temps, il va falloir accompagner les agriculteurs, travailler avec eux, les écouter. Et voilà, donc je pense qu'il y a cette dimension environnementale. Et enfin, le dernier point, je pense, qui est clé, c'est aussi la dimension humaine. Il ne faut pas qu'on oublie que derrière ces enjeux d'environnement et de biodiversité, je parle beaucoup des agriculteurs parce que c'est un enjeu pour nous clé, vous l'aurez compris. Il y a aussi des familles, il y a aussi des gens. Et on a d'autres projets qui commencent à être déployés. Je me rappelle du discours de l'ex-président du Niger lors du sommet de l'UICN l'année dernière à Marseille, que j'avais trouvé super inspirant. C'est lui qui était un des promoteurs de la Grande Muraille Verte en Afrique. J'imagine que vous en avez entendu parler. C'est cette volonté de l'Afrique de créer une espèce de ceinture verte qui va traverser l'Afrique d'est en ouest pour bloquer la désertification, bloquer la déforestation. Et, il parlait des enjeux d'environnement, il parlait des enjeux de biodiversité, évidemment climatique, mais aussi des enjeux sociaux et sociétaux qui sont derrière. Au-delà des aspects environnementaux, c'est aussi un moyen d'apporter de l'activité économique à des populations qui ne sont pas forcément très riches. C'est aussi un moyen de lutter sur des enjeux de terrorisme. Donc il y a des enjeux qui sont énormes. Donc évidemment, là je parle d'une zone qui est plus compliquée. Lorsqu'on parle d'agriculteurs qui vont être en France, ça peut être un tout petit peu plus simple. Mais voilà, je pense que l'enjeu humain est aussi très important. Et c'est aussi pour ça qu'on collabore avec vous à l'UNESCO, c'est que l'homme fait partie de la nature, l'homme fait partie on ne peut pas le séparer. Je pense que vouloir les mettre en conflit, c'est un combat un peu vain. Il va falloir qu'on travaille tous ensemble pour déployer ces pratiques-là. Donc voilà, en quelques mots, comment on avance. Et puis si, dernier point, la mesure, c'est que j'en ai parlé un petit peu avec les champs de coton, mais je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup mesuré les impacts, c'est-à-dire nos impacts négatifs sur la nature. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on comprenne quels sont nos impacts sur le climat et la biodiversité. Mais si on veut avoir aussi
accélérer et déclencher toutes ces démarches positives dont viennent de parler tous nos amis aujourd'hui. Je pense aussi qu'il faut soit en capacité de mesurer les impacts positifs, parce que je vous en ai parlé par exemple en Turquie, alors c'est une toute petite échelle, mais il faut qu'on soit en capacité de mesurer les aspects positifs des pratiques qu'on déploie dans les sols, notamment sur leur capacité à stocker le carbone, à stocker l'azote, l'augmentation de la biodiversité dans les sols. Donc voilà, on a aussi un engagement avec des scientifiques, comme les gens de l'UNESCO, voilà, avec tous vos réseaux scientifiques sur la planète, pour améliorer cette mesure. On a besoin de savoir ce qui se passe dans les sols, ce qui se passe dans les forêts, dans les écosystèmes, pour encourager justement cette transition, parce que ça peut marcher. Voilà, donc ça va prendre du temps, mais je pense qu'il y a des enjeux scientifiques qui sont très importants et qu'il va falloir qu'on accélère. Merci beaucoup Alexandre Capelli. Juste peut-être, avant qu'on ouvre des questions au public, par rapport à la dimension humaine et aux valeurs là, qui sont ressorties un peu de nos discussions, on accuse beaucoup, à juste titre, dans de nombreux cas, l'activité économique d'être à la source de la destruction de la planète. Alors, il y a des grands secteurs économiques comme le pétrole, les activités extractives, etc. Mais là, hier, je rebondis là-dessus, parce que c'était quoi, le Black Friday, c'est ça ? Voilà, et il y a eu énormément, je pense, de conversations depuis hier sur le côté polluant et complètement incohérent d'avoir encore des modèles de consommation et de production qui sont en fait qui continuent à inciter à détruire le vivant et les ressources. Donc, est-ce que par rapport à cette question des valeurs, juste avant qu'on ouvre le débat avec le public, comment vous justement vous repositionnez la réconciliation entre une économie qui pourrait être au service du vivant, respectueuse du vivant et des rythmes du vivant, avec des objectifs d'un groupe économique qui doit aussi qui donne des emplois, qui mobilise aussi des agriculteurs, toute une famille aussi derrière, et les valeurs un peu de biodiversité et de respect de l'environnement. Comment le groupe considère cette réconciliation de valeurs? Est-ce que c'est possible de réconcilier l'économie avec le vivant? Cette question est très philosophique, mais ce serait bien d'avoir un regard concret et tangible. Et après, on va ouvrir avec le public. Merci. Je ne vais pas parler au nom du secteur de tout le secteur privé, mais je peux en tout cas parler au nom de LVMH. Déjà, on ne fait pas de Black Friday chez LVMH, donc c'est déjà une première réponse. L'industrie du luxe, on est plutôt sur le temps long. Alors, je sais qu'on est associé à une consommation de luxe, justement, mais elle est sur le temps long. Je veux dire, l'agriculture, nos vignobles, nos produits où on vise la haute qualité, ou qui sont des produits pour être amenés à durer dans le temps, qui sont certes un peu plus chers. Effectivement, lorsqu'on va acheter une paire de souliers chez Berluti ou un costume chez Vuitton, effectivement, j'acquiesce, c'est un peu plus cher. Je sais pas, un tout petit peu plus cher. Mais on est sur le temps long. On est sur le temps long et là encore on le mesure, on est en capacité aujourd'hui, on fait des tests sur nos produits. Donc la réconciliation, je ne dis pas que c'est une réconciliation, je dis juste que c'est une histoire de valeur justement. La plupart de nos activités sont sur le temps long. Après, il faut être en capacité, effectivement, on a tous une volonté toutes les sociétés ont besoin de faire des profits et de payer leurs salariés, de payer leurs fournisseurs. Donc je ne vais pas dire l'inverse. En revanche, il y a besoin de effectivement réintégrer, de révolutionner ce système des amont. Alors ça va partir comme des matières premières, comme je le parlais, mais on peut aussi parler de la manière dont on va transporter nos produits. Aujourd'hui, l'idée c'est de se dire peut-être qu'on n'a pas besoin de toutes les couleurs, de tous les produits à un instant donné, partout sur la planète. Peut-être qu'on peut s'adapter au marché local et de voir comment tout ça justement permet d'assouplir la supply chain. Enfin voilà, je pense que à toutes les étapes de nos activités, on peut essayer de repenser le système. Je vous ai beaucoup parlé d'agriculture aujourd'hui, mais je pense qu'on peut faire la même chose à chacune des étapes. Je peux parler des magasins, par exemple. Les magasins, beaucoup éclairés, beaucoup climatisés, beaucoup chauffés parfois, non, surtout climatisés.
il faut qu'on soit en capacité aujourd'hui, on l'a déjà beaucoup fait, de basculer entièrement sur un éclairage LED, de se dire que finalement les éteindre à 22h, c'est peut-être pas la catastrophe si de 22h à 1h du matin ils ne sont pas éclairés. Il n'y a quand même pas beaucoup de clients dans la rue à ce moment-là. Donc voilà, je ne vais pas vous abreuver d'exemples, mais l'idée, c'est qu'on soit en capacité de se challenger aujourd'hui sur chacune de nos activités et à chacune des étapes. C'est ce qu'on essaye de faire. Il y a des endroits, c'est facile, il y a d'autres, c'est plus compliqué, mais c'est effectivement l'objectif. Après, c'est aussi pour ça qu'on a besoin aussi de collaborer avec toutes nos parties prenantes. On ne va pas y arriver tout seul. On a besoin de travailler avec nos fournisseurs, évidemment. On a besoin de travailler avec des ONG on a besoin de travailler avec des institutions comme vous. On a un partenaire de l'UNESCO et du réseau MAB, mais on est assez fiers de ça. On a besoin de travailler avec des artistes aussi qui vont être... J'ai beaucoup aimé ce message de faire passer le fait via l'émotion, des scientifiques. Donc oui, on a besoin de tous nos stakeholders, ce mot est un petit peu aussi, désolé, mais tous nos partenaires pour nous challenger et aussi arriver à améliorer nos pratiques. En fait, on a besoin de tout ce monde-là. Merci beaucoup. Puis il y a également un changement de conscience qui fait que... Il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur quels emplois seraient des emplois qui sont plus respectueux du vivant. Et on sait que voilà, la jeunesse ne veut plus travailler dans des entreprises qui ne vont pas respecter... On a oublié de parler, j'aimerais bien parler de l'exemple qu'on a. On a quand même un programme commun qui est focusé sur l'Amazonie et c'est grâce à vous si on l'a lancé il y a 2 ans, enfin il y a 3 ans. 2 ans, 3 ans, quand il y avait eu les grands incendies, même si malheureusement maintenant c'est assez fréquent, mais il y avait les grands incendies d'Amazonie, vous nous avez challengé pour qu'on arrive à lancer des programmes en Amazonie, on l'a fait, c'est des programmes assez lourds, de financement des collectivités locales et des communautés locales pour arriver là encore à les faire switcher. C'est pas dans notre chaîne de valeur, donc on leur achète rien, mais c'est juste pour les accompagner dans le fait de ne plus avoir besoin de déforester dans leur quotidien. Donc de développer l'agroforesterie, de les accompagner localement. Et ça a été un vrai programme enrichissant qui continue et qui a enclenché une décision chez nous assez symbolique. Voilà, quand on parlait de changement de valeur, on est aussi un utilisateur de cuir. Évidemment, dans le groupe, on a de la maroquinerie. Et la plupart de nos peaux viennent d'Europe, mais probablement qu'un tout petit pourcentage pouvait encore arriver d'Amérique du Sud, du Brésil. Et on s'est dit que c'était complètement incohérent de soutenir votre programme si on laissait encore ce petit pourcentage rentrer dans notre chaîne de valeur. Donc ça nous a convaincus qu'il fallait qu'on, pour l'instant, interdise tout sourcing de peau en Amérique du Sud. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pris cette décision si on n'avait pas collaboré avec vous. Donc c'est juste un exemple voilà, c'est vraiment du win-win. Et travailler avec vous nous permet de prendre des décisions qui sont, je pense, positives. Après, peut-être que dans 5-6 ans, je l'espère, il y aura aussi localement des fermiers, des agriculteurs qui ont des pratiques vertueuses. Et dans ce cas-là, probablement de nouveau retravailler avec eux. C'est jamais très sain, je pense, de complètement bannir une zone, mais c'était en tout cas pour l'instant une décision saine. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et encore une fois, je pense que c'est très important, le dialogue. Donc, on est à votre écoute. Si vous pouvez vous lever la main, vous présenter et puis poser une question, s'il vous plaît, et vous préciser à quel interlocuteur vous voulez vous adresser. Alors, j'ai devant moi Madame. Oui, bonjour, Anne Ferrier. J'ai une double casquette, je suis consultante en transition et j'ai aussi un écolieu au sud de Toulouse, ça s'entend peut-être. J'ai plutôt une question, j'ai oublié votre nom, représentant du groupe LVMH. Alexandre, une question qui pour moi est fondamentale. On parle souvent du fait que la question c'est de ne pas avoir besoin d'autant d'énergie au lieu de chercher des alternatives. Et là, je vous pose la question, vous avez parlé de durabilité sur les biens et ça m'a fait repenser à la première ampoule qui a été inventée et qui durait ad vitam aeternam. Et on s'est dit, non, c'est pas possible parce que du coup, il n'y a pas d'économie. Et en fait, au fond, c'est ça. Et c'est aussi les fameuses questions d'emploi. Est-ce que vous réfléchissez, j'imagine que oui, et vers où vous allez sur, en fait, la fameuse économie circulaire, mais encore plus loin que ça. Voilà, c'est aussi après quoi on court, peut-être après la mort, en achetant et en remplissant un vide. Et le Covid, pour moi, aussi a parlé de ça. Voilà. Comment vous envisagez ce fondamental de acheter quelque chose qui dure peut-être toute la vie et pour autant, quand même, tous vivre, tous remplir nos besoins sans avoir besoin de consommer tout le temps et produire tout le temps. Merci. Oui,
Alors, vaste question. La circularité. Alors, je suis un petit peu hors sujet, mais j'ai le droit de parler de circularité. Oui, ouais. Bien sûr que c'est un sujet sur lequel on travaille. Évidemment, plusieurs sujets. Je pense qu'il y a en amont, on a aujourd'hui, heureusement, en France, une interdiction de détruire tous nos invendus. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'en a pas tant que ça, mais voire sur certains produits, pas du tout. Mais quand même, on a ce qu'on appelle nous des dead stocks de tissus ou de cuir lors de nos étapes de fabrication. On peut avoir des produits avec des défauts de qualité. Il y a vraiment des tabous qui sont en train de tomber. Je parle vraiment de tabous. Je pense qu'aujourd'hui, ces matières premières, et je parle de LVMH, mais aussi de d'autres secteurs industriels, toutes ces matières premières un petit peu en fin de vie, mortes, des déchets, on les mettait sous le tapis. Je pense qu'il y a vraiment, et là je pense très au-delà des LVMH, une prise de conscience du monde industriel. Moi, deux exemples. On a donc au sein de nos matières premières de mode aujourd'hui pas mal de tissus inutilisés parce que le designer a dit tiens, moi je vais faire cette robe, j'aimerais bien avoir le tissu rouge, rose, marron, noir, et puis au final il va utiliser que le rouge. Donc il va nous rester tous les autres, voilà. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas trop quoi en faire, et j'imagine même qu'il y a peut-être 10-15 ans, ils étaient parfois détruits. C'est plus possible, on ne peut plus accepter ça. Donc une illustration, il y a plusieurs jeunes au sein du groupe, il y a 2 ans, qu'on s'est dit ça c'est plus possible. Ils étaient dans les métiers de la mode, et ils ont lancé une petite start-up en interne, ils ont dit on va racheter, le groupe, la holding, va racheter tous les tissus et les stocks inutilisés dans nos maisons, on va les consolider dans un seul endroit, c'est un centre logistique au sud de Paris, et on va les revendre à très bon prix, sur Internet aux jeunes designers. C'est des petites quantités, donc ça ne peut pas intéresser des grandes marques. Ça ne va pas intéresser Zara, H&M ou Nike. Mais en revanche, c'est très intéressant pour des jeunes designers. Ça aurait été impossible de le faire il y a 10 ans, je pense. Les gens n'étaient pas prêts dans le groupe. Aujourd'hui, ils sont très fiers de ça. Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples comme ça, mais il y a cette volonté effectivement d'évoluer. Les services de réparation aussi, par exemple en magasin. Le fait qu'il soit présent, pareil, c'était pas complètement évident, on n'en faisait pas vraiment beaucoup de communication sur ces sujets-là auparavant. Maintenant, il y a une vraie volonté de les afficher, de les mettre en avant, de dire qu'on est en capacité d'offrir ces services de réparation à nos clients. Ils peuvent revenir en magasin, il y en a qui vont le faire gratuitement, il y en a qui ne vont pas le faire gratuitement, ça c'est chacun, mais en tout cas ces services existent et seront de plus en plus mis en valeur. Donc voilà, et tout ce qu'on sera capable de déployer sur la circularité, ça sera toujours ça de moins, de pression sur les écosystèmes. Plus on sera en capacité de recycler et de prolonger la durée de vie des produits, plus on sera efficace en termes d'utilisation des ressources. Donc oui, il y a un changement de mindset, je pense, qui est en train de s'opérer, surtout en Europe, je pense, pour l'instant quand même, je dois l'avouer, un petit peu moins quand même aux US, enfin en Amérique, et encore un petit peu moins en Asie, mais en tout cas en Europe, c'est en train d'évoluer, et j'espère que ça va évoluer dans ce sens-là aussi sur les autres continents. Mais en termes de philosophie vraiment profonde, de produire pour continuer à vendre, j'aurais vraiment aimé vous entendre là-dessus. Décroître pas forcément, mais enfin voilà, se dire le sac de toute la vie, enfin je pousse voilà, mais tout à l'heure on avait là une représentante de Fairphone et enfin voilà ce type de questions. De vraiment qui va bien plus loin que de dire je cours pas après le nouvel iPhone ou le nouveau modèle, mais carrément j'en ai qu'un et ça questionne profondément est-ce que les économies peuvent durer, et je veux croire que oui, avec un seul produit pour toute la vie, une machine à laver, enfin bref, voilà quoi. Oui. Je peux pas répondre pour la machine à laver, mais je peux. Oui, je pense qu'il va s'opérer une transition vers ce sens-là. Je pense pas qu'on arrivera à un seul produit sur chacun de nos produits sur toute la vie, tout simplement parce qu'il y en a qui s'usent, qu'on le veuille ou non. Même si on produit la plus grande qualité, je pense qu'il y en a qui finiront par s'user. Mais oui, on va dans ce sens-là, on se l'aperçoit. Nous aussi, on le voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a par exemple des produits, une illustration aussi toute simple. Je suis désolé, je vous donne beaucoup d'illustrations, mais ça permet d'être très concret. Nos clients étaient très très fans de nouveautés. Ils couraient après la nouveauté. On s'aperçoit que petit à petit, quand même, les basiques, ce qu'on appelle nous les basiques, enfin, oui, commencent un peu à revenir à la mode. C'était plus le cas du tout. Et les basiques sont potentiellement dans la mode des produits qui peuvent durer un peu plus parce que moins au goût du jour à la seconde. Donc il y a cette transition qui s'opère là.
Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et surtout ça se fait de manière pour l'instant très inégale selon les pays. C'est ce qu'on constate nous, quoi. Avec des pays qui évoluent plus vite que d'autres, quoi. Merci beaucoup. Et évidemment, s'il y a un vendeur, il y a un acheteur, hein. Donc il y a aussi un changement de conscience qui est en train de s'opérer au niveau des clients et au niveau de nous. On est tous des citoyens et des acteurs qui avons différentes casquettes. Donc ça va marcher ensemble, encore une fois, hein, cette résolution de ce au quoi on fait face. Madame, vous aviez une question aussi ? Vous pouvez vous présenter Oui, bonjour. Sauf que ça ressemblait un petit peu. Moi, j'étais sur la question du passage à l'échelle, c'est-à-dire que je trouve Valérie Robin, excusez-moi, je suis photographe et je peux pas. Vous n'avez pas besoin de vous lever. Sinon, le micro ne suit pas. En fait, je vous sens très sincère, effectivement. Et déjà, c'est bien parce que j'avais une vision, moi, de loin de toutes ces entreprises où je me disais, ils s'en fichent, ils font du greenwashing et puis c'est tout. Et je trouve qu'effectivement, j'étais à la conférence, la même que madame, où il y avait la dame de Fairphone, par exemple. C'était assez impressionnant. Voilà, le discours qu'elle tenait. Il y avait un vrai... Même la boîte en elle-même avait été montée dans l'idée de disparaître un jour une fois qu'elle aurait fait changer le monde, en gros. C'est joli. Mais pour autant, penser au recyclage, diminuer un peu par-ci, diminuer un peu par-là. Enfin, moi, il me semble que les échelles que j'ai en tête, c'est qu'il faut qu'on fasse 2 fois moins. Donc, c'est pas qu'on diminue un petit peu la croissance, c'est vraiment qu'on fasse 2 fois moins. Donc, sans parler de décroissance, parce que ça, généralement, c'est un peu violent. Comment on fait pour passer à l'échelle, quoi. Donc ça rejoint un petit peu quand même la question de le produit qui dure toute la vie et comment on peut réfléchir à ce produit-là, le rendre modulable, rajouter des choses, modifier, j'en sais rien, les lanières, je sais pas quoi. Je sais pas, j'imagine qu'il pourrait y avoir des idées comme ça, quoi. Si on arrive à déployer ce que je vous parlais tout à l'heure sur l'agriculteur turc, les champs de coton sur l'agriculture régénératrice, si on arrive à le scale-up, à le déployer à grande échelle sur tous nos fournisseurs de coton, on est dans le -2. Mais c'est l'enjeu. Je ne dis pas que c'est facile. En revanche, ça ne va pas être facile. Parce que des producteurs de coton, si je reprends l'exemple du coton, on en a partout sur la planète. Il n'y a pas, je pense, aucune matière première aussi mondialisée que le coton. Et effectivement, vous avez raison. L'enjeu, ça va être le passage à l'échelle. Et il n'est pas facile, je ne vais pas vous dire qu'il est facile, ça veut dire aller travailler avec des agriculteurs partout sur la planète, mais en tout cas, l'objectif il est là. On sait que si on est en capacité de l'arriver, sur le coton, on pourra faire effectivement le -2 ou quelque chose qui se rapproche de ça. Et ça, sur chaque matière première. Il y en a sur lesquels c'est facile, il y en a sur lesquels ce sera plus compliqué. Le coton, je vous cite la plus compliquée, mais voilà. Donc il y a des activités où la trajectoire est clairement définie. Elle est, voilà. Et pareil sur, par exemple, on s'est fixé un objectif d'avoir 100% d'électricité verte ou bas carbone d'ici 2026 dans nos opérations. On y est en France, on y est quasiment en Italie, on a beaucoup d'opérations en Italie. C'est beaucoup plus compliqué aux USA, c'est un peu plus compliqué aussi en Chine. Donc on a identifié le scale-up en fait, on a identifié mais l'accélération selon les zones là encore est pas si simple que ça. Ouais. Et là pareil, on a besoin de collaborer. On a besoin de collaborer localement avec tout un tas d'acteurs. C'est pas simple, toujours, je ne vous cache pas. Dans certains pays, ça se fait assez vite, et là encore, je veux pas... Mais en Europe, c'est plutôt facile, et on va vite. Ailleurs, c'est parfois un peu plus compliqué. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir le regard, on peut avoir le regard de Victoria Reyes et de Thaïs sur cette discussion, et je redonne la parole au public. Non, je voulais seulement dire que quand on a conclu, quand on a fini l'informe de l'IPBES que Marianne elle parlait il y a un moment, cette grand informe de 500 scientifiques qui ont regardé l'état de la planète et qui disaient qu'est-ce qu'il faut. Et ça conclut pour dire qu'il fallait ce qu'ils appellent, ou ce qu'on appelle un transformative change. Transformative change. Il faut changer la façon comme on habite la planète. Et, dans les analyses de cet enfant, c'est qu'on regardait qu'il y avait on appelle ça les direct drivers, non? Les choses qui impactent sur la nature directement. Et là, on serait dans la production, dans la pollution. Mais que changer ça ne suffisait pas. C'est ça qu'on focalise. Ce qu'il faut vraiment changer, c'est les valeurs.
Parce que ce n'est pas un améliorant. Je ne veux pas dire que ce n'est pas utile. C'est utile, mais ça ne suffit pas. On est vraiment dans un moment de crise et ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment changer les valeurs, changer la façon qu'on réagit. Et là, je crois que les gouvernements, et nous tous, quand on choisit notre gouvernement, on a un rôle important. Il y a des choses qui devraient être simplement interdites. Il y a des choses qui devraient simplement pas être possibles. Et il y aurait des choses qui devraient avoir des coûts inimaginables. Et pour imbuire cette valeur-là sur les personnes, on ne peut pas laisser au marché toutes les décisions. Et je crois que là, c'est un point à faire parce que bon, les industries, les secteurs privés, ils ont leur propre intérêt, mais c'est les gouvernements qui doivent veiller un peu plus pour les intérêts des vivants, des personnes. Et là, bon, évidemment, c'est tous ensemble, mais il y a cette idée, je crois qu'il faut garder cette idée que toutes ces innovations, elles sont importantes, elles vont dans le bon sens, mais ça ne suffit pas. On est dans un moment de crise, il faut aller au-delà de ça. Et bon, je le sais. Oui. Prise de valeur. Darius, yes? I think from an artist's perspective to a photographer, it makes sense that you're asking these questions on that scale. And I think it's our job to scale those things back. In our studio where we work, of course I don't make these works all alone. We work with a big team, but we implement and we experiment a lot with, all our works are recycled from recycled materials, and they all contain a material passport, so they document what you use, same that you can do as a photographer. And we play around a little bit more, something that a corporate will never be able to do. So I think we can not only deliver inspiration on an aesthetical level and on a communication level, but also on a way of working and see if that can be scaled up. And I think there's a part of the creative world, the creative mindset that can be applied and that can be amplified to the corporate world later on. I think that's the same with Fairphone, because to be fair, they're really small. So their business model of their blogs is going to be implemented later on. I think even Google tried to implement it as well. But I think it all starts from, well, the creative sector in that sense. And I think we shouldn't underestimate the power of that small nudge. So. Thank you very much. On va prendre peut-être 2 dernières questions avant de conclure parce qu'on va libérer les interprètes. Alors, je vais peut-être changer de coin, c'est pas contre vous hein, personnellement, hein, mais c'est juste, hop, géographiquement, je vais aller à gauche et je reviens vers vous si on a le temps. Tout au fond, et monsieur, posez vos questions, on va répondre. Posez votre question et vous votre question, et après je vais demander au panel de répondre. Madame. Utilisez le micro hein, pour qu'on vous entende, s'il vous plaît. Vous appuyez sur le bouton rouge. Donc, bonjour, je suis artiste, je travaille avec des matériaux en réutilisation recyclée. Et ma question est au monsieur Capelli. Alors, disons, votre groupe, c'est le luxe, donc c'est surtout une création du rêve, de l'imaginaire. Donc, vous avez vraiment un gros pouvoir sur l'imaginaire, je dirais, peut-être de presque tous les pays du monde. Ma question, c'est ça. Est-ce que vous pensez que serait pertinent d'utiliser cet imaginaire pour promouvoir, par exemple, des choix radicaux? Juste un exemple, j'ai acheté au marché aux puces, il y a une chemise qui, je pense qu'il y a plus de 100 ans. Et cette chemise, pratiquement, a un col qu'on peut l'enlever, parce qu'il y a des boutons, donc on peut les laver séparément. Et quand elle est usée, on ne jette pas la chemise, mais juste le col. Ou, par exemple, garantir des produits par beaucoup d'années, que se sont usés, vous changez des parties. Et, disons, et promouvoir cet imaginaire
d'une frugalité radicale comme le luxe suprême. Merci. La deuxième, avant de répondre, la deuxième question, s'il vous plaît. Bonjour, merci à l'UNESCO d'offrir la gratuité aux jeunes pour cet événement dans un premier temps. Je m'appelle Tristan Moreau et je suis étudiant en agronomie. Et vous avez parlé d'agriculture de régénération. Vous avez aussi parlé... moi, je suis étudiant sur le plateau de Saclay et LVMH est en train de s'installer du coup sur le plateau de Saclay. Et on a fait pas mal de bruit justement sur cette question-là. Sur l'impact environnemental que pouvaient avoir ces bâtiments, mais aussi sur l'impact que pouvait avoir le rapprochement du luxe durable avec probablement des ingénieurs qui devraient travailler sur les questions de transition. Et c'est vrai qu'on parle de 30 000 mètres carrés qui vont être bétonisés, et c'est vrai que ça me fait je suis un peu mal à l'aise en fait avec la situation qui se passe actuellement, sur le fait qu'on parle de régénération à l'autre bout du monde, on parle de luxe durable, on parle de choses sur lesquelles ça me met vraiment extrêmement mal à l'aise. Et ma question est de savoir, est-ce que le développement du luxe durable, le problème est-il vraiment dans le luxe durable ou juste la question est plutôt dans le développement lui-même du luxe? Est-ce qu'un monde de demain peut vraiment... Est-ce que l'imaginaire de demain peut vraiment vivre avec le luxe? Et combien d'hectares d'agriculture de régénération sauvera 3 hectares de bétonisés sur le plateau de Saclay? Merci pour vos questions. Alors, je vois que tu concentres l'attention, Alexandre. Est-ce que tu veux répondre? Et je vais demander aussi l'avis du panel et on va prendre une dernière question après, si possible pas Alexandre Capelli. Je pense qu'il a répondu un peu à... On a compris un petit peu l'enjeu. Alexandre, s'il vous plaît. Oui, ok. Alors, je réponds dans l'ordre. Sur les messages qu'on peut faire passer, je vais avoir une réponse qui est assez simple. Je m'occupe de pas mal de relations justement du groupe avec les écoles de designers, qui peuvent être à Paris, à Londres, voilà. Et en fait, ce sont nos futurs collaborateurs. Ce sont eux qui vont, dans quelques temps, designer et gérer les campagnes de communication. Et ils ont un état d'esprit complètement différent des collaborateurs qu'on peut avoir jusqu'à maintenant. Donc je suis assez confiant dans cette capacité justement de ces jeunes qui arrivent chez nous. Ils sont parfois assez radicaux. Et en fait, je pense être en capacité de effectivement nous challenger sur notre capacité au message en fait, qu'on va faire passer. Et donc je m'appuie beaucoup sur cette jeune génération. Je pense que sur ceux qui sont aujourd'hui en poste, c'est compliqué d'être aussi radical. Ils sont capables de se dire on va évoluer, ils ont compris les enjeux, mais ils ne sont pas dans une transition aussi rapide et radicale que celle que vous l'avez dite. En revanche, je pense que sur les jeunes qui arrivent, on a eu un peu plus, et ils nous challengent beaucoup plus, vous l'avez vu. Sur le centre de R&D, alors c'est moins mon sujet, mais je peux quand même vous dire, alors effectivement, c'est un centre de R&D de recherche qui est dédié au sujet, effectivement, en plus, développement durable. Alors, on pourrait trouver un bâtiment qui existe déjà. La décision avait été de le placer là-bas, mais ce n'est pas ma décision. Après, c'est effectivement un nouveau bâtiment avec un centre de recherche et de R&D dédié à ces sujets-là, qui devrait nous aider, nous, mais aussi nos concurrents, puisque ça, on va faire profiter des bénéfices et des résultats de ces recherches au secteur. Alors oui, c'est un bâtiment, donc il a une empreinte environnementale. Le bâtiment à zéro impact n'existe pas. Voilà, je ne sais pas quoi vous répondre de plus. Ce qui va s'y passer dedans est vertueux. Moi, j'en suis plutôt très fier. Ça m'embêterait que ça n'existe pas. Très honnêtement, je pense qu'on aurait plutôt à y perdre, nous, LVMH, que toute cette R&D qui va se faire autour des nouvelles pratiques, justement, pour aller vers cette transition, ne se passe pas. Si ça ne se passe pas, ça ne se passe pas, mais ça serait dommage. Et effectivement, oui, il y a un bâtiment. On fera en sorte que le bâtiment soit le moins d'impact possible, évidemment, comme tous nos nouveaux bâtiments. Voilà, je ne peux que répondre que ça aujourd'hui. Darius, you wanted to say something? No, I think what you just did, yeah, it's there. What you just did, wait, this is the moment you put on your headphones. So what you just did is something
amazing, and you should be one of the panelists as well, because you're making something really concrete and you're putting up the right discussion. And I think cement is 9% of the total emissions that are going into the air during every year. So it's one big impact that people can make. And by making it hyper-relevant and taking examples like you just did, it actually turns this untangible, ununderstandable, and well, basically generic talk into something really concrete. And I really want to thank you for that. Si je peux répondre, j'ai hâte de voir une œuvre d'art qui montre en temps réel ce que ça représente l'urbanisation de 3 hectares en 1 ou 2 ans. Il serait capable de le faire, hein, ne le lancez pas trop. C'est pour ça que je l'interpelle. Alors, on va prendre, chose promise, chose due, on termine par vous. J'espère que ce n'est pas une question pour M. Capelli. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très, très bien. Je m'appelle Trésor Kazama. Je suis un étudiant burundais qui est sur Paris ou qui est en Europe. C'est pas la peine de toucher le micro, comme ça on vous entend mieux. Merci beaucoup. Et je suis en Europe, ça va faire bientôt 3 ans. Et je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, mais on est dans les 3 mois les plus importants pour l'histoire du monde. On est dans les 3 mois dans lesquels s'est passé les négociations qui se sont déroulées dans la conférence de Berlin. La conférence qui a commencé le 15 novembre, qui s'est terminée le 25 février, 15 novembre 1884, pour se terminer le 1885. Pourquoi je précise ça? C'est une conférence qui visait une chose, c'est une conférence qui visait la civilisation de l'Afrique. Donc, nous apprendre à comment produire, nous apprendre à comment cohabiter avec la nature. Or que, Madame parlait tout à l'heure des civilisations autochtones et indigènes. C'est des civilisations qui avaient leur science sociale, qui cohabitaient avec leur nature, qui allaient recevoir des gens qui allaient les apprendre à comment dominer cette nature. Je mentionne ça parce que de plus en plus, je vois l'influence du monde dans les 2 sens. En fait, c'est comme si tout se contredisait. D'une part, en Afrique, où la modernisation croît de plus en plus, et de l'autre part, en Europe, où les gens se rendent de plus en plus qu'en fait, leur civilisation est partie et a fait fausse route, est partie dans l'autre sens. Et moi, ma question se dirige vers Madame la scientifique et vers les gens qui sont dans la salle. Ma question, c'est est-ce que le monde occidental est prête à faire un mea culpa dans le monde, à travers la Terre, et dire on s'est trompé, on revient vers vous, finalement vous avez encore quelque chose à apprendre, réapprenez-nous quelque chose de nouveau sur les relations entre les pays du Sud et les pays du Nord. Bon, merci beaucoup pour la précision. Je crois que c'est un sujet très important. On n'est pas prêt à reconnaître que la colonisation a été derrière la destruction de la nature, qu'on est ici très bien parce qu'on a abusé de la nature et des personnes qui ont été en Amérique latine, en Afrique, et dans l'Amérique du Nord. Et c'est grâce à ça, parce que c'est très simple, la planète elle a des ressources limitées. Si on habite comme on habite en Europe, ou dans certains pays, bon, aussi dans des pays du Sud, il y a des gens qui habitent très bien, c'est parce qu'on a pris ce qui appartient aux autres qui habitent avec nous, on a fait la pauvreté, c'est parce qu'on a pris des choses qui appartiennent à les générations futures, et c'est parce qu'on a pris ce qui appartient à les autres espèces. Alors c'est en faisant ça qu'on peut habiter avec les commodités et les conforts qu'on a dans le Nord. Et on n'est pas prêt à les reconnaître. Et c'est pour ça que quand on parle de la décroissance, de changer les modèles de vie, c'est très difficile. C'est très difficile. Et toutes les négociations dans les grands... quand on parle de lost and damage, de tous les mal que le développement, la colonisation a fait sur le Sud, c'est des problèmes très, très pointilleux. Les gouvernements, c'est très difficile. Et je crois que je suis très content que vous avez mis ça sur la table parce que je crois qu'il faut les mettre plus et les reconnaître plus. Sinon, on ne va pas résoudre les problèmes. Merci.
Et c'est très important. Excuse-moi, madame. Alors, on va conclure. Une seconde. C'est très important de mentionner que je ne fais pas la morale. Parce que ça fait 3 ans que je pollue au moins 2 fois plus que toute ma famille entière. Sachant que j'ai une famille de plus de 10 personnes qui sont chez moi. Merci beaucoup. Je tenais à le mentionner quand même. Alors, il faut vraiment polluer moins. Hein. Bon, alors c'est la société dans laquelle on vit. On est la société dans laquelle on vit. Et je pense qu'on va conclure, on va remercier les interprètes qui étaient avec nous. Je vous remercie infiniment d'être venus aussi nombreux. D'être restés avec nous jusqu'au bout. Je tiens également à remercier tous les membres du panel, y compris le chef Mauro Calogreco qui a dû partir. Et peut-être je terminerai juste pour dire, pour moi, la pertinence du thème de notre atelier sur la réconciliation, parce que je pense qu'on a un moment de crise, comme vous l'avez rappelé, beaucoup d'entre vous, et que les crises aussi, selon l'idéogramme chinois, ça veut dire opportunité. Nous avons aussi une opportunité de changer, de nous transformer individuellement et collectivement, et de sortir également d'une vision, d'une perception peut-être binaire, où on est pour ou contre, où il y a les autres et nous. Et cette réconciliation, elle passe par l'acceptation qu'il y a une multitude de points de vue, de représentations du monde. Chacun d'entre vous, vous avez votre propre vision du monde, et qu'on peut s'appuyer sur des cultures, des savoirs qui existent encore. Donc tout n'est pas perdu. Vous avez entendu tous les panélistes dire qu'il y a un grand changement dans chacun de leurs domaines qui est en train d'être opéré, que des petites actions peuvent transformer, comme on dit que plusieurs rivières peuvent créer un océan. Et donc, peut-être en conclusion, cette réconciliation, elle appartient à chacun d'entre nous, peut-être nous-mêmes, de nous réconcilier avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, pour voir cette réconciliation dans le monde dans lequel on vit, dans les sociétés dans lesquelles on vit. Et encore une fois, on fait partie des sociétés. Donc, c'est à nous aussi de changer et d'écouter avec respect et de dialoguer avec les différents points de vue. Et c'est vraiment ce message que j'aimerais que vous emportiez à travers toutes ces journées à l'UNESCO, c'est que nous, on travaille avec beaucoup d'États membres qui n'ont pas du tout les mêmes visions du monde, mais qui arrivent quand même, on l'espère, à continuer à se réunir dans des salles et à se parler, à s'écouter et à travailler ensemble, même si les intérêts peut-être de court terme ne sont pas les mêmes, mais peut-être revenir, se souvenir qu'on a peut-être des intérêts communs sur le plus long terme, et que c'est à travers ces intérêts communs, peut-être nos enfants, les générations futures, faire preuve d'altruisme et peut-être travailler ensemble, ici, même si on ne verra pas les fruits, pour les générations futures. Et ça, je pense qu'on est totalement capable de le voir, et nous, on le voit, au sein du programme MAB notamment, que partout dans le monde, il y a ces graines d'espoir dont parlait le chef, il y a cette imagination, cette créativité, il y a des jeunes aussi dans le groupe d'LVMH qui veulent changer le système de l'intérieur. Il faut les aider à faire ce changement aussi dans ces grands groupes-là. Il faut les appuyer pour qu'ils fassent partie de la solution. Et il y a toujours les chercheurs et les scientifiques qui cherchent beaucoup, mais des fois qui trouvent. Je vous remercie tous. Passez une bonne soirée. Merci.